Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lorsque l'islam fut révélé il y a 15 siècles, les premiers à se sentir menacés ont été les puissants des tribus paganistes. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirmait que les meilleurs d'entre eux dans la jahiliya resteraient les meilleurs après leur conversion, ce qui n'était pas acceptable pour nombre des maîtres de Quraysh et des autres tribus de l'époque, et que cette religion donnait de la valeur à tout être humain, quelle que soit sa classe sociale, sa couleur de peau, son sexe ou son ethnie. Avec l'arrivée de l'islam, tout devenait possible. Bilal, né libre, devenu esclave, se transformait en un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devenu le premier muezzin, un chef d'armée respecté. De même pour Yasser, le fils de Ammar et de Soumeya, un pauvre parmi les pauvres dont les parents sont devenus parmi les premiers martyrs musulmans. Et il y en a tant d'autres. Grâce à l'islam, les notions de justice, d'égalité, de mérite, de solidarité sociale, de non-exploitation des classes défavorisées se combinaient et offraient toutes les possibilités. Il ne s'agissait pas de simples notions criées pour susciter de faux espoirs, pour taire les exaspérations et les mécontentements, pour maintenir à travers quelques exemples réduits et trompeurs de réussite et de transclasse des mêmes schémas sociaux arbitraires et abusifs. Non, c'était une réalité devenue malheureusement quasi mythique avec le temps, une réalité qui a duré peut-être une trentaine d'années, voire une soixantaine d'années, avant que les aspirations hégémoniques reprennent le dessus, que les marchandages égotistes viennent entraver la marche d'une réussite vraie et pérenne. Ce soir, avec Kamel Cheket, docteur Cherif Driss et le professeur Rabah Kchad, on parlera de égalité des chances, de mérite. Quelle réalité pour l'Algérie? A tout de suite. فيما يخص تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، الحمد لله نشاهد باللي الجزائر عندها تطور كبير اجتماعيا في هذا الموضوع. الآن المرأة ما هيش كما كانت بكري. المرأة راها عندها حرية كبيرة للعمل، حرية كبيرة إبداء الرأي نتاعها، حرية كبيرة أنها تعبر على المطالب نتاعها ولا الحقوق نتاعها ولا أمر اللي ماهوش في بلدان واحدة أخرى. بلا ما ننساو الجانب الديني نتاعنا. الحمد لله احنا الدين تاعنا ولا المذهب اللي انا ماشيين به واللي تمشوا به جدودنا وكذا متساهل على بعض البلدان. هذا ما منحنا فرصه ولا منحنا احقيه اننا ما نظلموش المراه. ماشي باغ اكزومبل هذا راجل اللي لا بلوس دو بريوريتي على المراه ولا هذيك من بعدك تولي حقره. باغ اكزومبل نقولوا سي لا لوا دو بلو فور، من بعدك تولي شغل لا جانجل. انا اي نو لازم تكون تسير، لازم تكون دي دروا، لازم تكون ايكيتابل، لازم تكون المراه يكون عندها كيما الراجل. انا سي مون بوين دو فيو. On voit par exemple les universités ولا في les lycées, il y a toujours les filles تفوقوا بزاف على الدراري. Pourquoi يتفوقوا عليهم؟ باسكو يبونس بلي هذاك هو اللي يقدر يخرجهم ويعاونهم ويديروا يعني لافونير تاعهم اكسيتيرا. وما يستناوش ميم سيغتان فامي البنات هما اللي يرفدوا سي با لي غارسون اللي يرفدوا لي فامي، سي لي فام اللي يرفدوا لي فامي هذوك. Et puis quand elle est autonome يعني تقدر تسير روحها، تقدر يعني ما تكونش عالية على فلان ولا على واحد آخر ولا فوالا. العادة لا بين المرأة والرجل ولا بدها تكون ولكن الظاهرة هذه كانت بكري، درك ما كانش المستوى بين المرأة والرجل ما كانش. في المجتمع هذا جو بونس كو ما لحقناش لوين نقولوا باللي رانا سواسية اوني ايغو 100%. Mais l'égalité entre la femme et l'homme, c'est pas exactement facile. C'est pas facile parce que la femme a la nature تاعها طبيعة تاعها والhomme عنده une nature تاعو. Ils sont différents. ما نقدرش زعمت هاد لي دروا اللي يمدهم l'homme يكون 100% les mêmes que celle de la femme. انا البوين دو فيو تاعي جو بونس سا فا اتر دور باش الغاشي ياكسبتيو ليدي هذيك تاع اون فام تكون عندها الميم
نفس الحقوق كالراجل surtout du point de vue تاع الدين etc. Je pense que ça sera difficile mais ça serait bien لو كان parce que المرأة avant tout c'est notre mère c'est هي اللي رباتنا هي أصل المجتمع. On n'est pas dans un pays où il y a une certaine égalité entre les hommes et les femmes. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les hommes en Algérie, ils ont beaucoup plus de chances, d'opportunités de travail que les femmes. Il y a certains boulots que les femmes ne peuvent pas se permettre de faire par rapport à leur image, par rapport à, je sais pas, des restrictions parentales, etc. et tout ça. Donc en effet, ça les empêche d'évoluer et c'est rare de voir une femme qui fait certains boulots, ça la fait sortir du lot et tout de suite les gens y parlent et voilà. Par exemple, le service militaire. Un exemple simple. Service militaire. C'est un droit, je pense que c'est un droit pour l'homme. Parce que l'homme, la nature تاعو, il est fait pour défendre le foyer. Alors que la femme, elle est faite pour maintenir le foyer, pour élever les enfants. Donc c'est un exemple, c'est différent. هي يعني من المنطلق المرأة والراجل كيف اللي كي نبداو يعني اون دي زيتر هيومان كيف que ce soit في كلش on a les mêmes le même cerveau on a tout كل حاجه كيف دونك هو ne voit pas pourquoi علاش كاين يعني discrimination بيناتهم اللي كومبورتمون يعني في لي فامي سي فري من بكري قعدت هكذاك يعني توارثوها هكذاك يسبقوا الولد قبل من الطفله اكسيتيرا مي نورمالمون دون كا avec la modernité avec le savoir et tout les gens doivent cesser يديروا هذه التفرقه هذه ولازم يعني même d'ailleurs القوانين والدستور ومنها كرسوا هذه يعني هذه ليغاليتي هذه مكرسه دونك جو با بوركوا الناس يفرقوا بين دو زيتر هيومان كيف ما عندهم ما كاين حتى حاجه فرق بيناتهم. Malheureusement, في الوقت اللي رانا فيه on n'a pas les mêmes chances. Je pense que les femmes, les filles sont plus disposées à travailler que nous. في الدين عند ربي كيف المرأة والراجل بصح هنا في الجزائر ماشي كيف الراجل راقد والمرأة تخدم لي جان كامل راهم راقدين هاك ما عطاولهمش حقوقهم لو كان ما كانش الحق في الجزائر. Par exemple, je fais ma mère, elle tire kamel, elle travaille, elle arrive à gérer la maison, elle arrive à nous gérer, elle arrive à gérer son travail. Alors, la thématique, c'est l'égalité des chances et le mérite. Lorsque la question a été posée par notre journaliste Iman Aksil, il semblerait que les gens ont compris qu'il s'agissait de l'égalité juste entre hommes et femmes. Ça dénote déjà, à mon sens, hein, je ne porte pas de jugement sur ceux qui ont participé à ce micro-trottoir, mais bon, ça dénote déjà une tare sur le plan social déjà. Il y a pour certains, il semblerait que cette équité en termes d'égalité de chance, etc., ne concerne ou ne pourrait intervenir qu'entre les deux sexes. C'est déjà, ça nous donne déjà, de ce que nous venons de voir, une vision assez simpliste de ce qu'est... Réduite. Trop réduite même. De ce que devrait être la notion d'égalité de chance ou la notion d'équité tout court dans une société. Et puis d'un autre côté, ceci dénote aussi une réalité qui est que oui, la femme, entre autres personnes maltraitées sur ce plan, c'est une réalité tout simplement dans notre pays. Même quand nous parlons d'égalité en termes d'égalité sociale ou bien d'égalité en termes de chance, il est clair que dans la majorité des cas, ça se joue dans un monde ou dans un domaine d'hommes, dans un domaine purement masculin. Ça, donc vraiment, je pense que c'est là un bon vivier pour Dr Kched pour essayer de décrypter un peu les mots de la société. Parce que ça en dit long, attention. Malheureusement. Avant justement de passer à professeur Kched, alors en islam, la notion d'égalité des chances est très très présente. Absolument. Elle rejoint le principe ou le concept de droit naturel, tout simplement. Malheureusement, dans notre vision réduite de la religion, quand nous lisons un hadith,
le mot akhihi huna, c'est le frère en religion. Alors que quand nous étudions la loi divine en elle-même, sur la base de ce que nous appelons maqasid sharia, nous nous rendons compte que cette fraternité, elle va intervenir à différents paliers. Il y a certes la fraternité en religion, qui est très très importante, mais il y a aussi la fraternité en humanité. Une fraternité dans laquelle pourrait nous mettre une seule patrie, un seul pays, les mêmes frontières géographiques. Donc l'islam, justement, a donné lieu à tout cela. Et ce qui me revient là, justement, c'est un témoignage. Vous trouverez tout un article de Bernard Lewis dans Legacy of Islam, dans la version de Schacht et Bosworth, où il parle justement de tout ce qui a été entrepris par les Turcs en Europe dans ce domaine-là. Si bien que la chose a amené Martin Luther, fondateur du luthéranisme, du protestantisme, en 1541, a publié son fameux tédit, une fatwa en quelque sorte, exhortation à la prière contre le turc. Et dans cet édit, il s'adressait aux féodaux, leur disant que voilà, vos concitoyens, vos corélégionnaires préfèrent 1000 fois vivre sous domination musulmane, turque à l'époque, que sous votre domination. Et nous avons des témoignages qui ont été cités par Bernard Lewis, qui est entre autres historien ou chercheur en histoire, et puis avec pas mal de grands auteurs européens spécialisés dans l'orientalisme, tels que Sir Thomas Walker Arnold, qui ont démontré que dans bon nombre de situations, beaucoup d'Européens chrétiens attendaient avec impatience, entre guillemets, l'invasion des musulmans pour pouvoir justement bénéficier de cette égalité de chance qui était offerte à tout le monde, pas seulement à des musulmans entre eux, mais aussi à tous ceux qui aspiraient à faire quelque chose et qui en avaient les aptitudes ou les facultés mentales. Nous retrouverons aussi dans l'histoire de l'islam, ça demeure, c'est des faits presque sans précédent dans l'histoire. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs ont occupé des postes très très importants dans les pouvoirs qui ont régné sur une période de plus de 10 siècles. Donc l'islam, justement, a ouvert cette voie et ne l'a pas restreinte uniquement aux liens qui pourraient exister entre les gens de par la religion. Mais beaucoup plus, nous parlons de liens qui pourraient exister dans un contexte donné tel que la citoyenneté, l'humanité tout court, et puis l'histoire plaide pour les musulmans et l'islam dans ce domaine. Professeur Kched, il serait intéressant que vous nous donniez une définition d'ailleurs de l'égalité, de cette question d'égalité des chances et du mérite. Et puis de répondre justement, est-ce que ce sont les rapports sociaux qui vont permettre à cette égalité des chances de s'épanouir ou non? D'abord, je dois préciser, c'est-à-dire le sens qui a été donné par un peu le mini-sondage, hein, parce qu'il ne représente pas... Bien sûr. Bon. À pointer. Il y a deux points importants sur ça. D'abord, il y a un problème de vulgarisation des concepts qui sont savants, qui sont élaborés dans la société algérienne. Deuxième point, je ne sais pas la question comment elle a été posée. Est-ce qu'elle a été posée en français? Est-ce qu'elle a été posée en arabe classique ou est-ce qu'elle a été posée en dialecte? Parce que si elle a été posée en arabe, le Moussawet, donc tellement que ce sujet n'a pas eu sa place dans la médiatisation, automatiquement, le Moussawet, c'est Rajul. Donc les gens réagissent par rapport au sens qu'on donne à la question. Donc là, ça nous renvoie à un autre sujet qui est très important, c'est la vulgarisation de l'esprit scientifique dans la société, que nous sommes très en retard. Maintenant, bon, pour le concept l'égalité des chances, je peux le dire que c'est un concept de fourre-tout, c'est-à-dire que, dans lequel chacun il peut lui donner le sens seulement. C'est-à-dire, ce concept, il est rattaché aussi à une certaine idéologie, il est rattaché à un certain cadre conceptuel, à une certaine vision politique, économique, etc. Donc, l'égalité des chances, chacun comment il l'instrumentalise et comment il l'utilise dans le sens
politique, économique, culturelle du sens. Donc, en général, à partir des différentes définitions, on peut dire que l'égalité de chance, c'est que chaque individu, il a la même chance de saisir une opportunité qui s'offre à lui. Ça, c'est un peu le concept général. Mais si vous le rattachez à une vision économique, par exemple, Adam Smith, ces 6 principes, par exemple, qu'il les a développés dans toute la vision théorique classique, néoclassique économique, c'est que pour lui, par exemple, l'égalité de chance, c'est le marché qui le fait. Donc, c'est pour cette raison que le concept de la méritocratie a été développé, par exemple, dans la société américaine, etc. C'est le mérite, c'est-à-dire l'égalité de chance, c'est que par rapport au mérite, que chaque individu pourrait le saisir dans une société. C'est pour cette raison, jusqu'à maintenant, on voit, par exemple, dans la société américaine, il y a cette notion d'égalité de chance qui est liée à la notion de la réussite sociale, de la promotion sociale, de la mobilité sociale. Bon, d'autres ils disent non. Par exemple, l'égalité des chances, on peut la retrouver dans tous les domaines, dans l'éducation, dans l'économie, la santé, femmes-hommes, la santé, l'emploi. Je vais une parenthèse, lorsqu'on dit que les femmes ont pris en Algérie, petite parenthèse, elles ont pris tous les postes de travail, elles ne représentent que 16%, même pas 16% en Algérie, donc c'est le taux le plus faible en ménage, je pense. Ça, c'est ce qui un peu dénote un peu de cette histoire homme-femme par rapport à l'emploi, l'égalité des chances, alors que dans le système éducatif, statistiquement, elle a une bonne représentation, c'est-à-dire les filles réussissent plus que les garçons. Donc je ferme la parenthèse. Donc si on prend, je l'ai dit, je reviens toujours à notre vision, Pierre Bourdieu, qui a fait une excellente étude sur le système éducatif, même si c'est une étude qui est ancienne, il connaît très bien l'Algérie, d'ailleurs il a fait beaucoup d'études sur la Kabylie. Une de ses études de référence, c'est que l'égalité des chances dans le système éducatif, par une approche systémique, très intéressante, il a démontré que la démocratisation en quelque sorte de l'enseignement de l'enseignement en général, elle reproduit les inégalités sociales. C'est-à-dire le point de départ, un fils de riche et un fils de pauvre, mais là, par exemple, ils ont la même égalité pour accéder à l'école. Mais en output, c'est-à-dire dans l'université, même dans le monde du travail, et ben, statistiquement parlant, ils sont très faibles. Donc l'égalité des chances ne veut pas dire que le fait que tout le monde... L'aboutissement, c'est pas égalitaire. L'aboutissement, est-ce que dans notre société c'est le même cas? Malheureusement, on dispose d'aucune étude de référence. Aucune étude de référence très sérieuse par rapport à ce que Bourdieu a fait ou par rapport à d'autres. Mais quelques indications, certainement, nous disent qu'il y a une certaine problématique dans cette question que nous allons l'approfondir après. Et justement, Kamal Chikhet a parlé de cette question de fraternité. Est-ce que ce sont, je vous repose la question, est-ce que ce sont les rapports sociaux qui vont permettre à cette égalité des chances de s'épanouir dans la société? On doit définir les concepts. C'est quoi les rapports sociaux? C'est-à-dire quel est le lien? La solidarité sociale. Oui, la solidarité sociale. Bon, je pense que c'est ça dont il s'agit lorsqu'on parle de ukhuwa, de cette fraternité. Pas forcément. J'ai parlé, attention, j'ai parlé aussi de concept de dépassement de soi, peut-être. Concept de droit naturel. Ce que moi je veux, ce que je considère comme indispensable dans mon quotidien, je dois aussi le concéder aux autres. Sur quelle base ou jusqu'où pourrais-je aller pour accorder à l'autre ce que je pourrais m'accorder à moi-même? La question se pose ainsi. Bon, quand nous parlons de religion, n'oublions pas que nous sommes vraiment dans l'idéal. Pas dans l'idéal. Nous, en termes de pratique, nous sommes dans le superficiel. Il n'y a pas, quand vous lisez des vieux manuels qui traitent de biographie seulement, vous allez vous rendre compte que les premiers musulmans étaient porteurs là où ils partaient, ils étaient porteurs d'un espoir, de quelque chose qui était souhaité par l'être humain tout court. C'est pour ça que l'islam a pu Parce se qu'ils étaient propager. habités par ces valeurs. C'est pour ça qu'ils arrivaient à les transmettre réellement. Guénan parle de constitution intérieure. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mis d'accord. Vous savez, ça se joue, c'est une question de prise de conscience. Omar ibn Khattab discute avec le messager de Dieu, et le messager de Dieu dit, vous ne deviendrez réellement croyant ou véritablement croyant jusqu'à ce que lorsque je serai, vous allez me faire passer Dieu et moi avant vous. Et là,
Omar ibn Khattab, qui était honnête, il dit je t'aime, j'aime beaucoup, Ya Rasulallah, mais pas autant que ma personne. Il a dit non, ça ne suffit pas. Et puis à un moment donné, il dit maintenant, je t'aime plus que moi. Nous parlons d'amour en Dieu. Le prophète lui dit L'ana ya Omar. Là maintenant, ta foi est aboutie. Beaucoup de ceux qui parlent de ce hadith oublient de citer, il y a certains commentaires qui en ont été faits. Omar ibn Khattab rentre chez lui, son fils lui pose la question, pourquoi tu as dit non? Et puis tout de suite après, tu as dit oui. Maintenant, il a dit parce que j'ai bien réfléchi et je me suis dit finalement, cet homme est beaucoup plus important que moi dans ma réussite ou mon bonheur dans l'au-delà. Donc il faut que je l'aime plus que ma personne. Et ça a fait... Donc, est-ce que nous devrions utiliser ou aborder la religion avec autant de pragmatisme? Ce qui est sûr, c'est que les autres étaient conscients que si je donne à autrui ce que je veux que l'on me donne, tout ira bien, tout simplement. Je prends conscience de cela, je le mets en pratique et je fais sentir à l'autre que je suis réellement partant dans ce paradigme ou dans cette manière de vivre. Nous n'avons pas cette conscience. Nous n'avons pas cette constitution intérieure. Et puis, par moment, je ne sais pas, vous regardez seulement vous allez nous parlons par exemple, si nous prenions en exemple l'enseignement religieux. Vous avez une multitude de zaouïas, une multitude de chouyours, des universités qui font du formatage. Le maître est là, si vous n'êtes pas une copie, s'il ne voit pas en vous une continuité, un prolongement de sa personne, une copie conforme de lui-même, vous n'aurez pas droit à l'enseignement. Si vous prenez quelqu'un comme l'imam Malik, il va former l'imam Shafi'i, il va à un moment donné lui suggérer de partir. Vous avez dans l'histoire, par exemple, quelqu'un comme Ibn Abi al-Hadid. Il le laisse développer sa pensée, en fait. Non, il l'a carrément incité à créer son école. C'est bon, je n'ai plus rien à t'apprendre, tu dois partir. Ouais. C'est bon. Mais il y a mieux. Ouais, vous allez retrouver à un moment donné où les problèmes politiques ont commencé à se cristalliser à telle enseigne que ça a donné des sunnites, des chiites, des nawasib. Le chiite, par exemple, Ibn Abi al-Hadid qui était chi'i, comme l'imam, par exemple, le Hakim. Mais ce qui est sûr, c'est que chi'i à l'époque n'avait pas le sens d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus une opposition politique. Eh ben, il enseignait à des gens qui ne partageaient pas ses opinions politiques. Mais il le faisait, il enseignait le plus normalement du monde. C'est une manière de donner sa chance à autrui, c'est une manière de se comporter avec les gens dans une logique qui ne peut que concourir à cette égalité des chances en société. Beaucoup de choses ont été faites. Je ne pourrais pas aller... Il y a bien sûr, par exemple, quand le professeur Kchet parle de ça, c'est hautement élaboré, on utilise des termes savants, on est dans la théorisation de la chose, on va essayer de trouver des champs d'application pour pouvoir mettre ça en pratique, mais si je devais rester pour répondre justement à la question, ce que j'ai appris de la loi musulmane, c'est que, en définitive, tout ce que je fais sur le plan cultuel est censé me ramener à un état ou à un degré d'humanité qui est plus souhaité que ma prosternation, mon jeûne, mon aumône. C'est ça le plus important. Sauf que obligatoire. Il est obligatoire. D'ailleurs, attendez. D'ailleurs, si je fais, quand vous lisez le Coran, c'est toujours Ladina amanu wa amilu salihat. C'est-à-dire qu'une bonne œuvre doit être impérativement liée, associée à la foi. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Tout le monde l'a dit. Si vous voyez quelqu'un voler dans les airs ou marcher sur la mer, ne soyez nullement séduit par son affaire jusqu'à ce que vous la soumettiez au Coran et à la tradition prophétique. Je reste traditionnaliste. Sauf que la vision ou la connaissance que l'on a de l'islam à travers les grands classiques, à travers nos maîtres, n'est pas du tout celle qui existe actuellement. Nous sommes vraiment aux antipodes de ce qui a été fait ou souhaité même par le prophète dans vous avez cité tout à l'heure 60 années jusqu'à Ali ibn Abi Talib, c'était l'idéal, la société pratiquement parfaite. Eh bien malheureusement un élan a été rompu quelque part
Et ça a commencé avec des gens qui avaient des visions hégémoniques, tout simplement. Nous avons l'affaire de Amr ibn al-As avec le fils de Amr ibn al-As avec le Copte. Nous avons une multitude d'affaires où des musulmans, de parfaits musulmans, n'ont pas obéi à cette règle qui consiste à donner à chaque être humain ce qui lui est dû. Alors, chef Driss, la question de l'égalité sociale et de la méritocratie est un pan de la justice en fait sociale, d'accord. Cependant, est-ce qu'on peut vraiment parler d'égalité des chances? Par exemple, allez, on va prendre l'exemple de l'éducation. On va tous avoir le droit d'accéder à l'éducation pour tous. Cependant, est-ce qu'il y a vraiment une égalité des chances lorsqu'on accède, lorsqu'on vient d'univers sociaux différents? Est-ce que vraiment il y a une égalité? Et est-ce que cette égalité des chances a un impact sur cette question de mérite? C'est-à-dire que les deux sont liés. Généralement, les gens, quand le VTR, ce que nous a montré les VTR, c'est l'ordre de plus de la représentation. Comment se représentent les choses, c'est-à-dire qu'on a une vision très réduite de l'égalité des chances entre l'homme et la femme. Or que quand on parle d'égalité, c'est-à-dire qu'il y a les trois segments, je reviens à la question basique que Socrate a posée, l'égalité à quoi? Généralement, quand on dit l'égalité, c'est-à-dire que l'égalité devant la loi, l'égalité dans les droits et l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est le fondement même de la justice, l'un des fondements même de la justice sociale. Et faisons une projection, une extension à cela dans le système éducatif, c'est que généralement, quand on parle de donner la chance à tout le monde pour réussir, c'est-à-dire donner la chance à tout le monde de réussir, cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une inégalité. C'est là, je pense, que là où il y a comment dirais-je, un malentendu au sein de la société, pas uniquement la nôtre, mais dans différentes sociétés, notamment arabo-musulmanes, quand on parle d'égalité des chances, cela veut dire que donner la chance à tout le monde, et cela implique que dans les résultats, tout le monde doit être égaux. Pour schématiser un petit peu, pour donner un exemple plus concret, vous êtes un enseignant et vous avez des étudiants, ou plutôt des élèves, quel que soit le palier. Quand vous donnez un travail à 2 ou 3 personnes, et par la suite, il faudrait évaluer ce travail. En d'autres termes, donner une note. Vous avez 2 postures. La première consiste à donner la même note aux 3, sans savoir au préalable qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a travaillé le plus. Ou plutôt la deuxième posture. C'est de l'injustice. Justement, c'est ça, j'y arrive. Ou bien en considérant que le travail a été fait par un groupe et dans le groupe, l'effort n'est pas ventilé de façon équitable. Donc, quand on dit aux étudiants, aux élèves, on dit voilà, vous ne pouvez pas obtenir, je ne vous donne pas de notes, mais vous avez obtenu des notes. Ces notes ont été ventilées, ou plutôt il y a une péréquation en fonction de l'effort des uns et des autres. Cela vous dit voilà, vous êtes injuste. En tant que prof, vous êtes injuste pour la simple et bonne raison, parce qu'on est 3 à faire un effort. Par voie de conséquence, on est censé être récompensé en fonction de ce qu'on a produit. Mais quand vous leur expliquez... Individuellement. Mais quand vous leur... Non, plutôt collectivement. Collectivement. Mais quand vous leur dites non, vous avez... C'est vrai que c'est un travail collectif. Cela est censé être représentatif, ou plutôt l'expression d'une certaine égalité, d'une certaine justice, alors que dans l'absolu, il n'en est rien. Pour la simple et bonne raison, car le travail collectif implique qu'il y a une répartition de l'effort, il y a une hiérarchie, il y a une discrimination dans l'effort. L'un fait plus d'efforts que l'autre. Donc, par voie de conséquence, je dois tenir compte de ce paramètre-là. Et la sanction, si on peut dire comme ça, ou plutôt la récompense, doit être en fonction de l'effort des uns et des autres. D'accord. L'un fait plus d'efforts que l'autre. C'est ça le mérite? Le mérite, c'est-à-dire que le mérite dans le sens où on récompense, on rétribue. Celui qui fait plus d'efforts. Celui qui fait plus d'efforts. D'accord. C'est-à-dire en donnant les chances, en créant les conditions. Pour que tous donnent le même effort. Tout à fait, dans le même effort, mais à l'arrivée, on ne doit pas récompenser les uns et les autres de la même manière. Et c'est là, je crois, qu'il y a une perception, il y a un travestissement, une vision biaisée de ce que c'est que l'égalité des chances. C'est-à-dire de dire que voilà, tout le monde accède à l'école, tout le monde accède à l'université. Mais est-ce qu'ils ont la chance, juste, on reste dans l'exemple de l'éducation, si vous voulez, parce que peut-être c'est là où cette question d'effort va le plus se traduire, le mieux se traduire. Est-ce
est-ce que vraiment c'est à cause de cet enfant, de cet adulte-là dans ce système éducatif? Est-ce que c'est à cause de lui qu'il ne va pas donner assez d'efforts? Est-ce que vraiment... Non, c'est assez compliqué à la fois. C'est assez compliqué dans la mesure où vous avez en face de vous des individualités. Chacun avec sa psychologie, son schéma mental, et on ne peut pas les traiter de la même manière. Quand vous êtes dans une classe ou dans une salle de cours, vous avez devant vous, généralement, c'est un travail de pédagogie. Bien entendu, le rendement n'est pas le même pour tout le monde. Généralement, on dit il y a l'angle mort et il y a le triangle d'or. Et les enseignants, de manière générale, ont tendance à travailler avec le triangle d'or en espérant que ce triangle d'or va créer un effet d'émulation et entraîner et transformer l'angle mort. Cela veut dire que la majorité qui ne s'implique pas est nivelée et devenir un angle d'or. C'est-à-dire que là, quand on dit l'égalité des chances, bien sûr, c'est-à-dire qu'on donne l'opportunité aux étudiants, aux élèves d'accéder à un enseignement de qualité, à une éducation, mais à un moment donné, il faut se dire qu'à un moment donné, il faudrait faire un écrémage. C'est-à-dire un écrémage, j'explique, quand on dit un écrémage, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va devenir médecin. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir un ingénieur, ce n'est pas tout le monde qui va devenir journaliste, politologue, sociologue, économiste, et ainsi de suite. On doit tenir compte des capacités et des aptitudes des uns et des autres. Par moment, le système éducatif va faire en sorte qu'on prend en considération telle catégorie, elle est faite pour être des matheux, telle catégorie pour qu'elle devienne des artistes et des lettres. On n'a pas pris en considération certaines aptitudes. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'égalité des chances, je crois qu'il faudrait revenir à la base et de dire finalement, l'égalité des chances, elle y est, mais il faut accepter le fait qu'il y ait une certaine inégalité. Une inégalité qui n'est pas contradictoire avec la notion de justice sociale. Car l'égalité, en fait, l'égalité parfaite et complète peut créer... d'inégalité juste. Tout à fait. Il y a des inégalités justes. Ce que reprend, pardon, jusqu'à dit le sociologue John Rawls, qui a parlé des inégalités justes et injustes. C'est le premier qui en a parlé, oui. C'est le premier qui en a parlé des inégalités justes et injustes. Mais quand on parle d'égalité des chances, c'est la base même au sein d'une société. Mais là, on ne doit pas s'arrêter de dire que voilà, on a donné la chance à tout le monde, mais cela implique que dans le résultat, tout le monde doit traiter de la même manière. Vous n'êtes pas d'accord, professeur? Enfin, bien sûr, dans la contradiction que les choses vont devenir plus claires. C'est un peu comme la discrimination positive. Exactement. Initiée par l'ONU qui plaisait. Là, c'est un sujet effectivement passionnant, mais complexe. Et pour cette raison, on doit résoudre certaines problématiques. D'abord, la problématique, moi, je la considère au niveau conceptuel. Un concept, c'est le produit d'un processus d'intellectualisation. Lorsqu'on dit l'égalité des chances, c'est un concept qui a été développé dans un contexte bien précis par des auteurs c'est-à-dire à partir de la réalité sociale. C'est-à-dire là, c'est un concept qu'on doit le prendre avec prudence. Deux, il y a dans le concept, il y a une confusion avec l'égalitarisme, et il y a une certaine confusion avec la justice sociale. Donc il y a ce qu'on appelle des concepts satellites. Là, comment peut-on l'éclaircir, comment peut-on le définir, le circonscrire dans un ensemble de concepts. Dans chaque concept, il a un sens. La justice sociale, elle est plus large. Et l'approche d'analyse aussi. On a le technique. Bon, on peut discuter technique dans l'éducation, etc. Mais on peut discuter aussi, c'est-à-dire ce sujet, on doit l'intégrer dans une vision macro, dans un concept plus large. Si on prend le système éducatif, est-ce que le fait que chaque enfant, lorsqu'il a 6 ans, il accède à l'école, c'est ça l'égalité des chances? Ça, c'est un droit absolu maintenant. C'est un droit, hein, c'est clair, dans le monde entier. C'est un droit. Maintenant, la question qui se pose, on peut prendre quelques exemples très simples. Lorsque tous les étudiants terminent leur scolarité, leurs études ici, par exemple, lorsqu'on parle de l'égalité des chances, posez la question, par exemple, de l'emploi. Cette année, vous allez terminer vos études. Moi, j'ai fait un mini-sondage, mais on peut dire qu'une hypothèse très forte. Lorsque vous leur posez la question, par exemple, vous commencez à chercher de l'emploi, un emploi dans une société, administration, tout ce qu'on veut, vous envoyez une demande et vous faites... Alors, quel serait le feedback? C'est que les mains de mais donc c'est à ce niveau-là que la question de l'égalité des chances se pose. Vous pouvez trouver une étoile dans la classe, quelqu'un qui est brillant, qui a fait une scolarité brillante, il a tout, est majeur de promo.
Un exemple très simple. Peut-être le dernier qui aura la chance d'avoir un poste parce que le circuit informel qui fonctionne à merveille dans une société où les normes ne sont pas claires, ne sont pas établies. C'est à ce niveau-là qu'on frôle l'injustice sociale. On frôle l'injustice sociale. Et justement, pourquoi ce genre de pratique reste en la dent dure? Pourquoi la peau dure? Pourquoi? Oui, bon, mais je pense que ce on ne va pas dire que les notions d'égalité des chances et de droit et de justice sociale ne sont pas compréhensibles par tous. C'est un choix politique. C'est une question de société. Si dans la société, on instaure cette égalité, on instaure les règles du jeu sont claires, si dans sa société, par exemple, on prend ce cas où c'est la compétence qui prime, si dans la société où les droits et les devoirs sont clairs, si le respect des droits il est là, c'est la rigueur. Bon, c'est vrai, on n'est pas dans l'absolu. Dans toutes les sociétés, ça existe. Mais à des degrés, c'est-à-dire dans une fourchette plus ou moins modérée, mais pas que l'informel. Aujourd'hui, c'est clair, on parle de notre société. Bon, on est là, on doit discuter ça en toute clarté. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'envoyer une simple demande et un dossier avec toutes les références, j'aurai le droit d'être recruté sans connaître aux États-Unis? Est-ce que déjà les appels à emploi sont clairement définis? Il y a vraiment des appels publics c'est pour cette raison, maintenant, c'est-à-dire les sociétés... On ne sait même pas quels sont les besoins des sociétés, des entreprises. Il a raison, il a parlé de système éducatif partout. Pourquoi on élabore, par exemple, l'anonymat dans le concours? Aux États-Unis, c'est strictement interdit de mettre la photo sur le CV, etc. etc. Et pourquoi? Même dans la publication scientifique, c'est l'anonymat, vous avez un code. Pourquoi c'est-à-dire tous ces critères, c'est pour essayer d'accorder le maximum d'intérêt exactement aux compétences. Pas de délit de faciès, il n'y a pas de... Juste pour pardon, j'aimerais bien aborder dans le sens qu'a dit le professeur Chet, c'est-à-dire qu'arriver à la justice l'égalité absolue, c'est une chimère. Exactement. Même dans les sociétés occidentales où la notion de mérite, elle est très, non pas institutionnalisée, c'est un habitude, c'est une culture. C'est-à-dire que les gens se le sont appropriés. Toujours est-il que dans une société, il y a des normes, il y a des lois. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont établies, notamment pour ce qui est de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé, tout ce qui s'ensuit. Mais on arrive à un moment donné à reconnaître le fait qu'il y a un certain... je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait qu'il y ait une discrimination, mais une certaine inégalité. C'est-à-dire de dire, par exemple, pour ce qui est de l'accès à l'emploi. Oui, on termine, vous avez terminé vos études. Bien entendu, le bon sens voudrait que les meilleurs aient plus de chances, plus de possibilités d'accéder à l'emploi qui correspond à leurs compétences, à leur savoir-faire, à leurs aptitudes. Mais toujours est-il qu'il y a les lois du marché, d'un côté, mais d'un autre côté, il y a des mécanismes qui font que, par exemple, dans certains pays occidentaux, les chasseurs de talents, de tête vont chercher ce qu'on appelle ces talents et les intéresser à ce qu'ils viennent travailler chez eux. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui font que la notion de mérite soit intériorisée. Mais pour ce qui est de notre société, il y a un problème fondamental, il y a un problème de perception, de représentation. Il y a une différence entre ce qui devrait être et ce qui est fait. Ou plutôt, la vision normative et la vision fonctionnaliste et réaliste. C'est-à-dire que généralement, on a tendance à considérer que l'existant, à savoir la pratique, c'était la justice, c'était le baromètre, le critère de justice. On considère comme quelque chose allant de soi que quelqu'un doit passer par ses réseaux de connaissances, par d'avoir un portefeuille relationnel et voire même par une certaine mécanique de clientélisation, de clientélisme, voire même régionalisme, pour accéder à son emploi. Quand vous dites aux gens, certaines personnes, pas tous, ils vous disent, oui, j'ai pas honte de le dire, qu'il a fallu que des gens interviennent pour moi, il a fallu avoir des connaissances pour accéder à un tel emploi. Cela existe ailleurs, mais sauf que ce qu'on appelle, c'est des cercles vertueux, c'est-à-dire que c'est le réseautage et les saints. Chez nous, on a perverti cette notion de réseautage, cette notion de, quelque part, être appuyé par quelqu'un. Ailleurs, c'est une lettre de recommandation. Que vous soyez recommandé par quelqu'un, votre professeur, votre ancien directeur, votre ancien parent, et vous disent, voilà, je vous fais une lettre de recommandation, mais ce n'est pas un césar qui vous permettra d'accéder à l'emploi. Ça peut vous aider. Il y a une différence entre avoir un appui qui peut vous aider, mais toujours est-il, on appuie quelqu'un qui a des compétences et qui a du mérite. Donc voilà la différence. Donc je crois que en Algérie et même dans certaines sociétés arabo-musulmanes, c'est l'existant qui est devenu la norme. C'est-à-dire que comme dans une famille, on considère comme tout à fait normal que l'aîné doit avoir tout, que le garçon passe avant la fille, dans cette société que
le fils d'un tel, le fils de X ou Y, passe avant le fils du simple citoyen. C'est quand même incroyable que ce soit dans les sociétés musulmanes qu'il y a ce genre de pratique, le clientélisme, le népotisme. Malheureusement, peut-être que, parce que, je ne sais pas, est-ce dû au fait qu'il y ait eu autant d'années ou de décennies de colonialisme qui a pratiquement effacé une culture qui était très très bonne, ou est-ce dû au laxisme de toutes ces populations, aux politiques d'ensauvagement engagées justement par les forces coloniales qui sont, à mon sens, la base même de ce problème. Sauf que là, c'est tellement confus, il y a tellement de paramètres à prendre en ligne de compte que le sujet est très très délicat. Je voudrais parler de manière très succincte de 3 points. Tout d'abord, je voudrais attirer l'attention sur ce fameux hadith, cette anecdote où des pauvres de Médine, Ahlus Sofa en l'occurrence, sont venus voir le messager de Dieu disant « Les plus riches d'entre nous ont emporté toutes les récompenses. » Et ils prient comme nous, jeûnent comme nous et font aumône du surplus de leur avoir, ce que nous n'avons pas. Il leur a suggéré de glorifier Dieu, tsbih, tahlil, etc. Ils l'ont fait. Quelque temps plus tard, ils sont venus revoir le messager de Dieu disant « Ikhwanuna al-aghniya » nos frères les riches. Regardez déjà, nous sommes dans une société qui est plus ou moins saine. Il n'y a pas d'animosité vis-à-vis du riche parce qu'il est riche. Nos amis, nos frères les riches ont eu vent de ce que tu nous as conseillé de faire et ils le font maintenant. Donc ils voulaient... Et là, ils sont toujours meilleurs que nous. Du coup, ce qu'on a pu amasser pendant un certain temps en termes de... Et on parle de bonnes actions, hein, pas plus. Hein. Il a dit c'est bon, il faut admettre ces choses-là. D'un autre côté, si l'on aborde la chose du point de vue de la justice sociale, vous avez cité tout à l'heure Adam Smith, si vous citez quelqu'un comme Karl Marx par exemple, vous allez avoir une vision qui est tout autre, hein, qu'on ne peut même pas réconcilier. Et les deux parlent de justice sociale et veulent la justice sociale. Alors, est-ce que ça consiste à ce que tout le monde soit traité à pied d'égalité devant la justice ? Ou est-ce que nous allons dans la justice distributive égalitaire? C'est plus que confus. Et puis, il y a autre chose. En parlant de discrimination qui pourrait être positive, le concept en lui-même, je n'ai pas envie de l'admettre. Parce que, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler les choses autrement? Dans certains pays, il a fallu imposer une politique de quotas pour que les femmes aient accès au monde du travail, parce qu'il fallait le faire. Honnêtement, une société où la femme n'est pas instruite, où l'on ne mise pas sur la femme, c'est une société qui est vouée à l'échec. Ibn Badis, par exemple, faisait payer dans son système éducatif, les riches payaient un prix, ceux qui étaient pauvres payaient beaucoup moins, ceux qui n'avaient pas du tout ne payaient rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les filles, même si elles étaient des fils de sultans, ne payaient rien, parce qu'il a bien pris conscience de la nécessité d'instruire la femme. Tout simplement. Donc, il faut être en mesure, ou il faut avoir assez de hauteur pour accepter certaines choses qui pourraient paraître de prime abord injustes, mais qui sont nécessaires pour la société ou pour un bon fonctionnement de la société. C'est tout cela qu'il faut prendre en considération. Et puis, dans notre pays, si vous allez discuter avec les gens dans la rue, il y a une forme de laxisme dans la mesure où chacun vous dira « l'État n'a rien fait pour nous ». Il est vrai que l'État doit intervenir dans certains domaines, en tout cas l'enseignement, la santé et la justice, c'est du ressort de l'État. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. L'État devrait intervenir sur le plan social, par exemple concernant le transport et le logement, aussi à quelle hauteur, mais est-ce que nous, en tant que, on va dire administrés, si vous me passez l'expression, est-ce que nous avons une culture collective qui nous amène à réfléchir sur ce que nous-mêmes devrions faire? Si vous voyez l'état seulement de nos pays, nous avons déjà eu l'occasion peut-être de parler, par exemple, de la propreté. Quand vous discutez avec les gens, cette notion de baylak,
c'est du saccage carrément, et on a l'impression que on les l'a gens... dit dans l'émission sur le Harga, peut-être que le problème est que ce citoyen-là, parce que vous avez dit cet administrateur, ne se sont pas propriétaires de ce pays, ne se sont pas partie prenante dans ce qui se fait. Ça, c'est aussi un problème de taille. Si vous n'y apportez pas... Ça ne lui appartient pas. C'est ça. Il a l'impression que dès qu'il sort de sa maison, s'il en a, ça ne lui appartient. Il ne peut rien faire, il ne peut rien dire, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas vivre, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas accéder, il ne peut rien. Il y a un président, donc nous ne citerons pas le nom, il n'y a pas très longtemps, qui a parlé de l'Africain en général. Il a dit l'une des raisons majeures qui font, par exemple, que l'Africain ne réussisse pas, c'est que, et le musulman plus précisément, c'est que cet homme né dans un pays, il est formé dans ce pays, ensuite il va vouloir aller vivre en Occident, travailler en Occident, enrichir l'Occident, et il ne repense à son pays qu'une fois que la mort se profile à l'horizon. Et il a posé une question à la fin disant, pourrait-on attendre de quelqu'un de préparer sa propre tombe, de veiller à ce que son cimetière, parce que nos pays, beaucoup de gens vous disent « Non, moi je vais vivre là-bas », entre guillemets. Donc l'Algérie, pour beaucoup d'Algériens, c'est une tombe en quelque sorte. Vous avez déjà vu quelqu'un entretenir sa tombe de manière préventive? Ça ne se fait pas. Donc tant que nous n'avons pas cette culture qui fait que, oui, ce pays est un dépôt, amana, minallah. Et je vais un de ces quatre, de toute manière, c'est inéluctable, je vais sûrement être questionné, auditionné sur ce que j'ai pu faire de bien dans cette terre ou ce que j'ai fait de mal sur cette terre. À ce moment-là, les gens vont peut-être plus ou moins on va peut-être voir un embryon annonçant un renouveau, une restructuration dans l'esprit. Mais là, il y a tellement de notions à prendre en considération, il y a tellement de problèmes qui nécessitent aussi une bonne vision en termes de priorité que nous n'avons pas, qu'il devient très très difficile de voir le bout du tunnel. Est-ce que ce qui primerait finalement, c'est l'égalité devant la loi, plutôt que l'égalité des chances? Oui, l'égalité c'est Adam Smith est égal, hein, et l'égalité devant la loi. Qui fait la loi. Parce que Adam Smith est pour l'égalité devant la loi, c'est ça la justice sociale, sauf que la loi, elle est faite par des lobbies. Karl Marx, l'égalité, c'est l'égalité en termes, on parle d'égalité distributive, on va tous vous donner la même chose. Est-ce vraiment juste? Ça n'est pas forcément la justice. Donc, très difficile. Oui, c'est une dérivée un peu du concept global. Si on prend la réussite sociale, est-ce que la réussite sociale, par exemple, si on met la réussite sociale en relation avec l'égalité des chances, les deux, est-ce que, par exemple, la réussite sociale est synonyme de l'égalité devant la loi? L'égalité devant la loi, ça, c'est une constante un peu de la vie sociale. Est-ce que c'est cela qui devrait primer d'abord? Oui, la hiérarchisation, oui. C'est la base, effectivement. Mais moi, je suis partisan de la vision globale, systémique. Parce que lorsque vous avez évoqué, par exemple, certains phénomènes, Harga, etc., ce sont les outputs des systèmes. Mais on doit évoquer les inputs. Est-ce que, par exemple, l'Algérien, il est né comme ça, il ne veut pas travailler, etc. Ou bien... C'est de sa faute s'il est paresseux. Il faut voir aussi les inputs. Quels sont les facteurs qui ont donné tous ces phénomènes? Endogènes et exogènes. Exactement. Mais justement, cette notion de méritocratie, est-ce qu'elle ne favorise pas cela? Je veux dire, quasiment déresponsabiliser le politique. La notion de méritocratie. Oui, c'est sa faute s'il ne veut pas travailler. S'il avait travaillé, s'il avait donné, il serait arrivé. Il aurait réussi. Est-ce que la notion de méritocratie, quelque part, n'est pas déviée, n'est pas un peu sournoise? Non, faut-il encore considérer la méritocratie comme un état d'esprit, c'est-à-dire comme quelque chose de culturel, comme enraciné une norme fondamentale, une valeur
l'une des valeurs suprêmes, au même titre que le travail, dans une société donnée. Parce que le fait de dire la méritocratie, il ne se fait pas de la décréter. Même si on doit, l'État, il est là comme un État régulateur, bon, ça dépend du point de vue duquel on se place. C'est-à-dire, est-ce que l'État doit être État interventionniste, régulateur? L'État, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités en créant un environnement à la fois juridique et institutionnel qui fait que cette notion de mérite soit une réalité, qu'elle soit intériorisée. Mais toujours est-il que c'est de l'ordre du culturel, c'est de l'ordre du sociétal que de dire qu'elle soit aussi possible. La notion de mérite doit être possible. N'importe qui peut. Il ne faut pas qu'il y ait le plafond de verre, en quelque sorte. Oui, et qu'elle soit possible pour... Ok, d'accord pour l'égalité des chances au début. Mais est-ce que tout le monde peut réussir? Est-ce qu'on a tous la chance de pouvoir donner, pouvoir réussir? Essayer, tenter de réussir. Est-ce qu'on a cette possibilité? Il faut créer les conditions. C'est-à-dire qu'il faut créer l'environnement, les conditions qui font que quand on donne la chance à tout le monde... Excusez-moi, lorsqu'on prend quelqu'un qui vient d'une famille où ses parents vivent avec leurs grands-parents, avec les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Lorsqu'il voit ses parents trimer pour avoir le lait du lendemain matin, lorsqu'il voit toute cette pauvreté au quotidien, et après, ok, d'accord, il aura l'égalité, il aura la possibilité de rentrer à l'école comme son voisin riche ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut accuser cet enfant-là ou cet adulte-là de ne pas pouvoir donner la même chose que cette autre personne qui a toutes les possibilités sociales pour donner le meilleur de lui-même? Mais attendez, bon, c'est vrai que les conditions de la réussite doivent être réunies, mais ça ne veut pas dire que vous avez un enfant issu d'une famille très aisée, très riche, il a toutes les conditions de réussir, il va réussir inéluctablement, alors qu'un enfant issu d'une famille très très pauvre, il est voué à l'échec. Combien de fois où c'est le contraire qui s'est produit? C'est-à-dire qu'il y a des enfants... Malheureusement, on n'a pas des statistiques, mais bon... Non, justement, c'est-à-dire qu'au c'est vrai que oui, l'histoire, il y a un problème. Par exemple, quand on voit les statistiques de la déperdition scolaire, je crois qu'il y a des travaux qui ont été faits. Mais toujours est-il, quand on parle du mérite d'une société. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aimerais utiliser la métaphore de la pyramide. Dans une société, vous avez les différentes cas de figure. Au sein de la pyramide, il y a les 3 paliers. Le premier palier, il y a l'élite, au milieu, la classe moyenne, et à la base, il y a la masse. Maintenant, il y a des sociétés qui aimeraient voir que l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est la masse qui se retrouve dans le sommet et que l'élite, les plus nantis, se retrouvent à la base, et ainsi de suite. Il y a un travail qui a été fait en 99, même si l'étude... Comment ça? Non, Pour quelle raison? Non, ça serait injuste. S'il ne le mérite pas, si personne ne le mérite. Justement, je vais essayer d'expliciter ma pensée un petit peu. Il y a un travail qui a été fait en 99, c'est l'International Social Survey Panel, sur l'inégalité des salaires dans certains pays européens, même aux États-Unis. Les résultats sont édifiants, c'est-à-dire entre ceux qui voudraient que, soit en France, dans les pays nordiques, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, qui disent que nous, par exemple, aux États-Unis, ils disent que ça ne nous dérange pas de voir les nantis au sommet de la pyramide. La vision libérale, c'est-à-dire qu'ils sont décomplexés par rapport à la richesse, par rapport au fait qu'il y ait des personnes mieux loties, plus riches que d'autres. Dans d'autres, avec ce qu'on appelle une arrière-pensée idéologique de gauche, socialiste, qui disent que non, au contraire, c'est la classe moyenne qui devrait être en haut. Et plutôt le reste, les nantis doivent être à la base. Bon, c'est des points de vue, c'est de l'ordre des représentations. Mais quand on arrive aux conditions, par exemple, il y a un moment donné, il faudrait accepter que dès lors qu'il y ait des conditions de réussite, quelle que soit la catégorie sociale, maintenant pour le résultat, il faudrait accepter certaines choses. Là, quand on revient à l'État en Algérie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a adopté une politique, jusqu'à maintenant, une politique volontariste en termes d'éducation nationale, en termes de santé, et une politique sociale très généreuse en termes de subventions. Alors là, excusez-moi, c'est pas pour vous contredire, mais en matière de santé, il y a beaucoup de choses à dire. Non, il y a des choses à dire, certes, mais quand on parle maintenant, il y a des choses à dire. C'est vrai qu'on dit les choses. La question de l'égalité des chances pour accéder à une santé équitable, à un système de santé performant pour tous, ça n'existe pas. Ce qui amène à un élément qui est très important, qui est à la fois sournois et pervers à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire?
À un moment donné, on a dit que voilà, l'Algérie, dans les pays qui ont appliqué ce qu'on appelle la gratuité de la santé, c'est un synonyme d'égalité au sein de la citoyenneté, de justice sociale. Soit. Mais dans les faits, cette égalité, elle est factice. Cette justice, elle est factice dans le sens où il y a certains, par des voies détournées, ont plus de chances d'accéder à des soins privilégiés, avoir un rendez-vous. C'est-à-dire que notamment pour des maladies qui sont très compliquées, très chroniques, ou d'avoir des examens médicaux qui sont très pointus, et qui viennent de 2000 km, ils font 1500 km qui viennent, ils attendent 1 an, 2 ans pour avoir. Ça, c'est une injustice. Ce qui amène certains à dire que finalement, cette gratuité, elle a créé de l'injustice. Le seul moyen pour combattre cette injustice serait que de privatiser, de dire en définitive, non, je dis ce que certains disent, d'arriver à un système à 2 vitesses. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont de l'argent, peuvent accéder aux soins qu'ils voudront. Ceux qui n'ont pas doivent se contenter des services publics. Ce n'est pas uniquement le cas en Algérie, en Grande-Bretagne, en France, même aux États-Unis. Ce n'est qu'il y a quelques années avec l'administration Obama qui a instauré ce qu'on appelle une assurance maladie, l'Obamacare, que l'administration de Trump veut l'enlever. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que vous allez vers un système de gratuité, d'accès pour tout le monde à la santé. Vous dites finalement on a instauré la notion de justice sociale, mais qu'en réalité on ne l'a pas instauré. On ne l'a pas instauré. Pourquoi comprendre que la gratuité de la santé serait le synonyme d'égalité dans l'accès à la santé? Non, justement, peut-être que je me suis mal exprimé. Comme par exemple, vous parlez de la gratuité de la santé, comme les subventions par exemple. Les subventions par exemple, il y a un homme d'affaires que je ne cite pas le nom, il leur a dit il est anormal que moi qui est riche, qui possède une fortune, d'acheter la baguette de pain, c'est-à-dire au même titre que quelqu'un qui touche 10 000 dinars ou 15 000 dinars. C'est-à-dire qu'en fait, le système de subvention, il crée une certaine, c'est censé être l'expression d'une justice sociale, il a créé une certaine injustice dans la mesure où il a mis dans le même panier tout le monde, à savoir les riches, la classe moyenne et les pauvres. Or, les subventions, c'est censé aller vers les moins nantis, les plus pauvres, et ne pas bénéficier aux plus riches. Donc, quoi qu'on fasse, en définitive, ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à une justice absolue. On ne peut pas arriver, mais bon, comme a dit tout à l'heure le professeur Kched, on peut essayer de revoir un petit peu les lois et essayer de resserrer les vis ici et là. Par exemple, en parlant justement de cette égalité dans l'accès à la santé, ce qui n'est pas, parfois qui n'est pas logique justement. Pourquoi on ne traiterait pas ceux qui... Allez, je vais prendre l'exemple du traitement du diabète. En Algérie, les diabétiques ont tous le droit à un traitement gratuit, d'accord, qui est très très lourd pour la sécurité sociale, des dépenses énormes. Pourquoi, dans cet esprit justement de justice, dans cet esprit de justice, pourquoi on ne ferait pas payer les plus riches, justement, puisqu'ils sont capables de payer pour les plus pauvres? On pourrait le faire. Au lieu de que ce soit gratuit pour tout le monde. C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Et une question aussi d'un habitude sociale, que les gens acceptent l'idée qu'il faut qu'il y ait une certaine hiérarchie. Bon, on ne peut pas dire discrimination pour faire plaisir à notre ami Kemeshke. Non, mais une certaine hiérarchie, justement. Quand on parle de l'accès pour aussi bien les diabétiques, aussi bien pour certaines thérapies qui sont très coûteuses, parce que le diabète entraîne des maladies, notamment l'insuffisance rénale, qui grève le budget de la santé. Et on peut élargir ce schéma à d'autres segments au sein de l'activité économique, au sein de la santé, de dire finalement que cette gratuité pour tout le monde, elle crée une injustice et elle est préjudiciable d'un point de vue économique. Je ne suis pas adepte d'une certaine vision très fonctionnaliste, mais à un moment donné, il faut dire aussi qu'il faudrait être très tranchant et se dire que finalement, l'État ne peut pas être partout. Il y a ce qu'on appelle la différence entre l'État et l'étatisme. C'est-à-dire que l'État ne peut pas répondre à tous les besoins de la société. Il faudrait à un moment donné, comme par exemple on a parlé des subventions, pourquoi ne pas mettre des cartes de subvention? C'est-à-dire qu'on nous subventionne en fonction des revenus des uns et des autres. Il y a certaines maladies qui doivent être subventionnées, qui doivent être remboursées, si en fonction bien entendu
des revenus des uns et des autres, et de ne pas ouvrir la brèche pour que tout le monde puisse s'y engouffrer, et à un moment donné, on crée une injustice, c'est-à-dire de voir quelqu'un qui touche 200 fois, 300 fois le salaire d'un simple fonctionnaire accéder aux mêmes privilèges. Voilà. Un dernier mot pour vous tous, très rapidement, professeur Kched. Toutefois, j'ai l'impression, est-ce que le fait d'accéder aux prestations sanitaires est une chance? Donc là aussi, c'est une question de concept, l'égalité des choses, l'accès aux services, à la santé comme exemple, évidemment. Chaque pays a sa politique de santé, bien évidemment. Là, j'ai insisté sur un point important. Lorsqu'on parle de culture, ça est lié à la socialisation, comment on socialise l'individu algérien. Est-ce que le socialise dans le sens l'assistanat, il attend là, on lui donne tout, ce n'est pas la peine de travailler, la réussite sociale est déjà faite, bon, c'est question de socialisation. Ou bien on le socialise dans le sens où il doit se battre. L'égalité des chances aussi, on vous la donne pas, c'est comme la liberté. Donc c'est à arracher. Donc on doit le forger dans le sens personnalité qu'il essaie de lutter pour accéder à une réussite donnée, soit dans le domaine du sport, dans le domaine du travail, etc. Voilà un peu ce que j'ai dit. Justement, c'est ce que je recherchais depuis tout à l'heure, la socialisation. Quel projet de société va-t-on élaborer, sur quelle vision, et comment va-t-on forger les générations à venir? En tout cas, pour ce qui est de l'égalité des chances, comment je la vois à mon niveau? Quand je voyage dans certains pays dits performants, je me rends compte que vous viviez à la capitale ou à l'extrême pointe du pays en question, il y a un standard, une norme en dessous de laquelle vous ne pourrez jamais descendre. Dans mon pays, malheureusement, il suffit que je fasse 70-80 km d'Alger, ça change du tout au tout. Ça doit être récupéré, les élèves ont tous le droit d'aller à l'école, c'est même un devoir pratiquement d'aller à l'école à 6 ans, sauf que vous avez des enfants qui sont en zone rurale. J'ai l'image malheureusement de cet élève qui était en classe en train de dormir et dont le professeur ou l'enseignant se payait la tête. Pourquoi? Parce que, ouais, regardez, il dort, c'est une petite mule. Mais l'enfant en question, le pauvre, il a fait à pied 15 km pour arriver à l'école. Il était tout à fait normal qu'il s'endorme sur la table. Donc c'est ça l'inégalité. Là, à cet élève, on n'a pas donné assez de moyens pour réussir. Et puis comment la socialisation, où est-ce qu'elle intervient? Nous avons pendant des années, par exemple, la réussite c'est quoi? C'est devenir médecin, ne jamais être en classe de lettres, c'est du formatage. Les arts et métiers ont disparu. Si bien qu'actuellement, beaucoup vous disent non, ça ne sert à rien de faire des études. Le petit, il a peut-être la bosse des maths, les qalaqala al-bkri, etc. C'est celui qui a le métier, tel que le plombier qui devient maître. Donc, c'est quelle culture générale pour pas arriver justement à un état d'esprit qui favorise l'égalité des chances et qui nous les ferait admettre tout un chacun. Merci à tous. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve, si vous le voulez bien, sur Facebook. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.